bonjour à toutes et tous et merci de nous faire l'honneur et l'amitié d'être là ce matin. Ça me fait très plaisir, même si je déplore l'absence de M. Georges Patient, en tout cas d'être le porte-parole des sénateurs ultramarins et mes collègues du groupe RDPI se joignent à moi pour souhaiter la bienvenue et nous souhaiter à tous de bons travaux. Alors c'est l'occasion effectivement, cher Luc, démarrons sur cette formule que j'utilise souvent, c'est celle de l'Europe, parce que c'est une réalité géographique. Je crois que ça n'est un secret pour personne. La Polynésie, c'est près de 5 millions de kilomètres carrés d'eau, et donc la surface de l'Europe. Si vous placez sur une carte Tahiti sur Paris, une carte superposée, les Marquises seront près d'Oslo, entre Oslo et Stockholm. Et nous serons proches de la Sardaigne, bien au sud de l'autre côté pour les Gambiers, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est pour ça que cette image est importante, à mon avis, parce que c'est une Europe océanique, peuplée par 277 000 habitants. Donc, imaginez les défis en termes d'aménagement du territoire, d'administration, de gestion de cette collectivité, avec 70% de la population concentrée sur une île, qui est Tahiti, qui est l'île principale, mais les 30% restants étant éclatés sur des géographies assez différentes, puisque nous avons des îles hautes, plus jeunes, que sont les Marquises, mais également des atolls sur les Tuamotu qui s'étendent sur à peu près 1700 km de long, puisque c'est une espèce de grande barrière, effectivement, d'atolls. Et puis les îles australes, dont la plus au sud est Rapa, qui est totalement isolée et desservie uniquement par ce qu'on appelle encore une goélette, en tout cas un navire. Il n'y a pas de piste d'aéroport et c'est l'une des îles les plus isolées de la République où vivent des populations. Donc une diversité géographique, effectivement, qui pose ces défis. Et la volonté d'un gouvernement, puisque nous avons, du fait de l'article 74 de la Constitution, une organisation particulière, une loi organique porte statut de la Polynésie française, et la Polynésie, donc, en tant que telle, est compétente, a une compétence générale, l'État ayant des compétences énumérées par cette loi organique, notamment en matière de sécurité, de crédit, de défense, de relations internationales et de monnaie. Tout le reste étant de compétences polynésiennes, et donc l'eau, l'environnement, l'économie, le social, enfin voilà, tout cela relève d'un gouvernement. Nous avons un gouvernement qui est responsable devant une assemblée qui est élue effectivement avec 57 membres. Donc il y a un jeu d'institutions locales proche de celui que nous connaissons en métropole, un peu différent. Nous n'avons pas de Sénat en Polynésie française. C'est un manque ou pas, ça chacun l'appréciera à sa mesure. Le sénateur que je suis considère que cette Chambre apporte aussi peut-être un regard différent aux réflexions et au tumulte que peut naître une première assemblée, effectivement, directement élue par la population. Tout ceci pour vous dire que, effectivement, l'Assemblée de Polynésie, du coup, elle est légiférée, puisque nous votons des lois de pays et des délibérations. Je ne rentrerai pas dans le cadre institutionnel du débat sur le caractère législatif ou pas des lois de pays, mais une chose est certaine, c'est que c'est l'Assemblée de Polynésie qui, le 14 octobre 1999, a déclaré que l'accès de la population à l'eau potable était reconnu d'utilité publique et impose à ce titre une obligation de potabilité et un contrôle de qualité avec un arrêté d'application dans la foulée pour fixer le programme de contrôle de l'eau de manière à vérifier effectivement que ce service puisse être distribué à la population. Alors nous verrons tout à l'heure, c'est un gros défi puisque en Polynésie, ça relève des compétences des communes, communes qui n'ont pas la compétence générale comme en métropole et qui n'ont pas l'autonomie fiscale comme en métropole, qui dépendent donc d'une fiscalité, d'une quote-part de la fiscalité polynésienne. Je parle de ça parce que ça pose donc un défi majeur pour ces communes. Comme je vous le disais, 70% de la population est concentrée sur Tahiti, ce qui fait que l'éclatement numérique des 30% restants amène des petites communautés qui vont d'une vingtaine à une centaine de foyers
éclatée sur une géographie que j'évoquais tout à l'heure. Et faute d'autonomie fiscale, et quand bien même l'autonomie fiscale d'ailleurs était présente, pour pouvoir amortir des investissements et du niveau d'investissement que requiert à la fois l'adduction en eau potable et puis l'assainissement, ces eaux, on a bien conscience que sur des toutes petites communautés numériques, ce sont des défis d'ailleurs que la finance publique aujourd'hui, dans l'état des choses actuelles, ne peut pas résoudre sur le seul dos des communes. Alors, pour ne pas être trop long, cher Luc. Non, mais je trouve ça intéressant parce que, monsieur le sénateur, parce que la Polynésie est effectivement, on s'en aperçoit, une succession de spécificités avec des petits cours d'eau, expliquez-vous. Alors, comment s'opère véritablement cette gestion de l'eau dans ces territoires, la part de l'État, la part des territoires, la part des communes, etc., etc. Alors, déjà, peut-être, compte tenu de cette diversité géographique, on a donc une diversité hydrologique assez forte. Je l'évoquais un peu tout à l'heure, vous avez effectivement 60% de la production d'eau est issue donc des eaux souterraines, mais en particulier sur Tahiti et Moorea, donc avec des forages. Mais vous avez donc dans l'archipel de la Société, des Australes et des Marquises, 23% sont issus des eaux superficielles, et vous avez 5% issus de l'eau de mer ou de l'eau de pluie dans les Tuamotu. Il est important de bien signaler cet aspect, qui, je crois, est un peu spécifique à la Polynésie, même si en Calédonie, il y a également les îles Loyauté qui sont confrontées à ce type de défi. Donc, il y a une lentille d'eau douce qui flotte de manière hydrostatique sur l'eau salée et qui, en général, a un volume proportionnel à la largeur et à la surface de l'île. Alors, je ne suis pas ingénieur, mais enfin, les spécialistes me confirmeront ou pas. Et qui, donc, par défaut, est déjà menacée par le réchauffement climatique, menacée aussi par la montée éventuelle des eaux, mais avant tout ça, est menacée par la présence même de l'homme et son rapport à l'environnement et son rapport finalement à la gestion de cette eau qui donc est déjà rare et qui bénéficie de peu d'infrastructures pour pouvoir à la fois en bénéficier et puis la traiter en aval. Alors, il y a dans toutes les Tuamotu, ce que j'évoquais tout à l'heure, finalement une collecte d'eau de pluie, j'ai envie de dire, qui est une collecte héritée des temps anciens, mais qui continue de fonctionner aujourd'hui, parce que ce sont donc des atolls particulièrement fragiles. Appliquer des normes d'adduction, donc des réseaux d'adduction d'eau potable sur ces atolls qui sont faits avec un point culminant d'1,50 m, qui sont faits de sable et de corail, n'a pas non plus de sens environnemental, parce que tirer des tuyaux, de la tuyauterie et faire de l'acheminement de l'eau, et souvent d'ailleurs les lentilles qui sont disponibles sont loin des villages habités, parce que la position des villages a été plutôt choisie en fonction des éléments forts que sont la mer et le vent, et pas forcément en fonction des lentilles au Tuamotu. Et donc il y a une forme de résilience qui est on va dire, intrinsèque en Polynésie, parce que par défaut, il faut, quand on est sur ces atolls, être résilient. Et les gens, les populations collectent de l'eau de pluie et les stockent dans des cuves près des domiciles. Et la Polynésie française aide les populations à travers de dispositifs fiscaux avantageux et les communes pour pouvoir stocker cette eau de pluie. Voilà, ça peut paraître très rudimentaire vu de Paris et de l'Europe, mais enfin, c'est la source la plus sûre d'avoir de l'eau dans ces communes. Mais ces communes ne pourraient pas, de toute façon, parce que ce serait un non-sens environnemental, encore une fois, avoir un réseau d'adduction d'eau potable et un système d'assainissement tel qu'on le conçoit ici en Europe, et donc ne pourraient pas atteindre, si je fais du juridisme, les objectifs fixés par le Code général des collectivités territoriales à l'ensemble des communes, parce que c'est même plus un défi, c'est une impossibilité patente, voire un non-sens. Après, vous avez la situation quand même de l'île de Tahiti et des îles hautes, en général, des îles de la Société, avec donc la possibilité de fourrage et paradoxalement, donc une tendance peut-être d'ailleurs à surexploiter par ces fourrages les ressources en eau qui sont tout de même limitées. Et on peut y noter aussi une certaine vétusté
des équipements communaux et une certaine vétusté en fait, des installations qui datent pour la plupart, lorsqu'elles ont été mises en œuvre, de plusieurs décennies. Mais j'en reviens, pour ne pas être trop long, à ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous avez une situation où la commune donc, est compétente, depuis la loi NOTRe d'ailleurs, et le pays qui a les ressources financières, et donc, je veux dire, à un moment, il y a un problème d'articulation à la fois technique et financière du rôle de chacun de ces acteurs pour pouvoir permettre cette adduction en eau potable. Quelques chiffres peut-être, Luc, pour qu'on puisse bien situer la problématique et pour ne pas voir que le côté vide du verre, si vous me passez l'expression, du verre d'eau, soulignant qu'en 10 ans, la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine s'est bien améliorée tout de même, puisqu'on est passé de 13%, je parle du pourcentage de la population ayant accès à l'eau potable, 13% en 2007, 59% en 2017, 62% en 2019. Donc il y a eu un vrai effort des communes, mais avec le soutien du pays, avec le soutien de l'État également. Lorsque je parle du pays, je parle de la Polynésie française, parce que c'est l'expression que nous utilisons là-bas pour la collectivité d'outre-mer qu'est la Polynésie française, et le soutien de l'État, au travers à la fois donc, du contrat de développement qui a pris la suite des contrats de plan, en gros, contrat de projet, parce que la dénomination a évolué dans le temps, État-pays, où le président Fritsch, qui est le président donc, de la Polynésie française, a tenu à avoir un volet dédié à l'accompagnement des communes spécifiques au sein de ce contrat entre la Polynésie française et l'État. Et donc une enveloppe particulière a été réservée, ce qui a permis de donner un coup de boost, si vous me passez l'expression française, à ces investissements en matière d'eau et d'assainissement. L'Europe est également venue en financement, en soutien à la collectivité sur 2 programmes européens, et après un dernier programme consacré plutôt au soutien du développement touristique, la Polynésie française a souhaité réorienter les fonds européens sur bien ces problématiques environnementales et sur cette question en particulier de l'assainissement de l'eau. Parce que c'est un défi, bien évidemment, pour notre territoire, qui est un territoire touristique. Et nous n'avons pas d'autres, si je peux parler d'industrie, en tout cas de ressources propres que ce que constitue le tourisme. Et je voudrais donc peut-être parler de Bora Bora, qui est un peu un exemple en la matière, puisque Bora Bora et le maire de Bora Bora, M. Gaston Tangsan, qui était aussi président de la Polynésie et président actuel de l'Assemblée de Polynésie française, lui-même ingénieur de formation, donc a développé un système intelligent, me semble-t-il, en tout cas adapté, qui vise à pouvoir faire financer, bon, bien sûr, avec le soutien de fonds publics, mais à faire financer le second défi qui est en matière d'eau, qui est celui du fonctionnement, des coûts de fonctionnement et donc du coût, finalement, à la fois d'amortissement des investissements et du coût inhérent à la distribution d'eau potable et au traitement de l'assainissement par cette industrie touristique. En d'autres termes, le fait qu'il y ait un développement hôtelier particulièrement soutenu à Bora Bora et par une tarification adaptée, alors disons-le au détriment des hôtels, mais qui ont accepté en gros ce pacte social sur Bora Bora, donc une population, en gros une population qui paye moins cher l'eau de manière unitaire et les hôtels assumant ayant un besoin volumétrique plus élevé payent numériquement plus cher, ce qui normalement n'est pas dans la loi des économies d'échelle, mais cet inversement effectivement de tarification a permis de faire en sorte que Bora Bora ait depuis d'ailleurs plusieurs années décroché le pavillon bleu, soit exemplaire en matière de protection de l'environnement, du lagon, qui est sa ressource par définition propre, tout en ayant un système d'adduction en eau potable performant, y compris sur les motus, donc c'est ces petits îlots que l'on a autour de l'île principale, dans les hôtels, mais aussi pour l'ensemble de la population, avec un système d'assainissement collectif qui vraiment préserve le lagon des dangers de cette eau souillée. Cet exemple démontre que les choses sont possibles, mais à quel prix, à quel niveau d'investissement, à quel niveau d'investissement public et à quelle tarification possible. Ce sont des paramètres que ne peuvent pas remplir toutes les communes de Polynésie, y compris les plus peuplées. Donc on a à la fois le paradoxe, et je finirai là-dessus, Luc, de petites entités numériques
que constituent Fakarava, Nukutavake, Rea, enfin toutes ces toutes petites communes, et Fakarava en est une grande, avec peu de ressources accessibles, pas de sens à déployer un réseau d'adduction au sens européen du terme, avec, enfin au sens pratique du terme, de tuyauterie et de tout ce que vous pouvez imaginer autour de ce qui est nécessaire pour ce réseau, et une faiblesse numérique et une incapacité financière des communes à y faire face, et à la fois une concentration de population sur les îles de la Société en particulier, avec donc une forte pression sur ces peu de ressources en eau, ce qui est paradoxal, parce qu'on pense à la Polynésie, la Nouvelle-Citer et Tahiti, où il pleut d'ailleurs abondamment en ce moment, mais ce rapport à l'eau et cette quête de l'eau potable reste un défi, et avec un système d'assainissement collectif qui pour l'instant est très peu développé, puisqu'il est présent à Punauia, il est présent à Moorea sur une partie de l'île, et il est présent surtout à Bora Bora. Faute de financement, et on va dire, dans le paradoxe, le second paradoxe que je voulais souligner, au-delà de cette répartition numérique, c'est celui du rapport pour l'administré, pour le bénéficiaire, qui méconnaît toutes ces difficultés techniques et qui, lui, voit simplement un coût et un prix en face. Et s'il n'a pas la garantie d'avoir l'eau potable, pourquoi paierait-il pour de l'assainissement? Et même lorsqu'il a de l'eau potable, il n'y a pas encore, de manière forte, j'ai envie de dire, cette appréhension chez nous de la nécessité de cet assainissement et de la préservation du lagon, du lien finalement entre ce gros dispositif énorme qu'est l'assainissement collectif et les coûts que cela suppose, qui parfois dépassent celui du prix de l'eau elle-même, et la protection de l'environnement. Alors, l'AFD est un acteur, peut-être pour finir sur le jeu d'acteurs, l'AFD est un acteur important en Polynésie française, puisque les communes sont globalement peu endettées, et donc il y a des formules aujourd'hui de prêts qui sont proposées aux communes pour pouvoir réaliser ces investissements. Donc l'AFD est un acteur important. Le pays et l'État, au travers des contrats de plan, donc viennent accompagner nos communes, et puis l'Europe constitue un bailleur de fonds important. Mais nous sommes dans des proportions où il nous faut, si on devait amener toutes les communes de Polynésie française à atteindre les normes telles que nous les fixons ici, il nous faudrait plusieurs décennies. Et je pense que l'on peut s'interroger sur la pertinence finalement de ces normes ou de ce rapport à ces normes en matière d'eau potable. J'évoquais les Tuamotu tout à l'heure, qui sont fixés par le CGCT, compte tenu des difficultés géographiques et numériques que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, l'eau reste un défi. C'est pour moi le bien le plus précieux, avec l'air, la qualité de l'air, qui est le défi le plus précieux que nous avons à relever dans les décennies qui viennent. C'est une réalité en Polynésie française. Je crois que c'est le partenariat, l'État, l'Europe et le pays, main dans la main, qui pourront permettre d'accompagner ces communes. Peut-être nous faudrait-il avoir un jour une sorte de plan Marshall de l'eau en Polynésie française. Les communes ne peuvent pas être laissées seules pour relever ces défis, ça c'est clair. Voilà, je m'arrêterai là et puis je suis à disposition pour des questions éventuelles.